Vous venez de franchir les portes du Café de la Mouette, installez-vous confortablement. Ici, on va vous parler de bateaux, de voiles et de voyage. Mais c'est pas une mouette ça, c'est un goéland. Ouais, on s'en fout. Bonjour ou bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode du Café de la Mouette. Comme vous le savez déjà, le Café de la Mouette, c'est le podcast du magazine de French Alors. Alors ce soir, je suis avec Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Valérie. De quoi va-t-on parler ce soir alors ? Alors ce soir, c'est un thème qui est très demandé, qui est en constante évolution. Il existe presque autant de budgets que de projets. Nous l'avions brièvement abordé dans un épisode précédent et on voulait entrer un petit peu plus dans les détails de ce sujet à la fois important et incontournable pour construire votre projet de voyage à la voile. Alors, il n'y a pas qu'une formule magique ou un modèle unique de budget, bien évidemment, ça dépend avant tout de votre enveloppe globale, de votre projet et de vos souhaits de confort, mais aussi la durée du voyage que vous prévoyez de faire, du nombre de personnes qui vont y prendre part, du type de voilier qui vous convient, etc., etc. Donc, on a choisi en fait d'aborder le thème du budget à travers les axes suivants. Donc, dans un premier temps, le prologue au projet, c'est-à-dire tester l'activité et apprendre à faire du bateau à voile. Et puis ensuite, le budget avant le voyage. Et oui, avant même d'acheter le bateau, il y a la recherche du bateau. Et puis ensuite, bien sûr, il y a une préparation avant de larguer les amarres. Ensuite, il y a une partie forcément de budget en cours du voyage, en cours de projet, le budget principal, celui en général auquel on pense d'entrée. Et puis un petit axe séparé mais très important qui sont les travaux selon les zones géographiques, parce que Valérie nous expliquera qu'il peut vraiment y avoir certaines problématiques pour le moindre petit travaux selon là où on est. Et selon votre projet, bien évidemment, si c'est un projet sans date de retour, la dernière partie sera peut-être pour dans très longtemps, en tout cas je vous le souhaite, mais dans le cadre d'un voyage sur une durée avec une durée déterminée, on va dire, le budget au retour de notre voyage. Donc Valérie, démarrons avec la première partie, s'il te plaît. Alors tout à fait, en prologue, il va falloir, donc avant de vous lancer, tester l'activité. Alors bien sûr, ça s'adresse aux gens qui débutent, qui n'ont pas fait de bateau. On le voit de moins en moins, il y en aura toujours, mais c'est vrai qu'après la période du Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés à acheter des bateaux, à vouloir faire le tour du monde. Ça s'est pas toujours très bien passé, il y en a pour qui ça s'est bien passé aussi. Mais en fait, beaucoup sont partis sans aucune expérience. Et du coup, ils ont voyagé en découvrant les choses. Et ça, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, si vous êtes débutant et que vous voulez un jour partir en grand voyage, donnez-vous le temps. C'est quelque chose qui est lent. Donnez-vous le temps et de découvrir l'activité. Et le mieux pour découvrir l'activité, c'est de tester l'activité, donc d'aller naviguer. Ce qui est déjà fantastique. Avant d'acheter un bateau, vous pouvez prendre des cours de voile. Vous pouvez faire de la co-navigation. Vous pouvez louer un bateau éventuellement avec un skipper qui déjà va sûrement vous apprendre des choses. Et bien sûr, tout ça, ça a un coût. Surtout si vous n'habitez pas à côté de la mer, où il faudra vous déplacer et après embarquer et aller faire du bateau. Donc, dans votre budget de préparation au voyage, la découverte de l'activité, c'est quelque chose d'important. Il existe des tas de sites de co-navigation qui vous permettront de découvrir les choses avec des gens qui sont propriétaires et qui vont vous accueillir à bord. Donc ce ne sont pas des moniteurs de voile, ce ne sont pas des skippers professionnels, ce sont juste des passionnés qui le temps d'un week-end, d'une semaine, voire plus, vont accueillir des gens à bord, partager les frais liés à la navigation, donc les places de port, l'eau, le carburant éventuellement, créer une petite caisse de bord pour que tout le monde puisse avoir à manger et à boire. Et c'est très convivial et c'est un moyen de tester. Alors, comme je vous le disais, c'est pas des professionnels, donc il faut pas forcément s'attendre à beaucoup de pédagogie. Des fois oui, des fois non. C'est quelque chose qui était aussi à manier avec prudence, parce que j'ai eu autour de moi des gens pour qui ça s'était pas bien passé et qui, après juste une semaine de navigation, étaient dégoûtés de la voile parce qu'ils n'étaient pas tombés sur la bonne personne. Voilà. C'est des choses qui peuvent arriver. Il faut pas être paranoïaque, il faut pas psychoter avec ça. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Oui, donc par exemple, les bateaux stoppeurs dont tu nous avais parlé récemment. Oui, dans le numéro 4 du magazine, on vous parle des bateaux stoppeurs. C'est des gens qui vont découvrir aussi l'activité. Alors, il y a beaucoup de bateaux stoppeurs, c'est très engagé, parce qu'ils découvrent la navigation en partant en transatlantique, avec
par moment des gens qui eux-mêmes n'en sont pas très expérimentés. Donc c'est pas top. Mais il y a des gens que je connais autour de moi qui ont voulu faire un apprentissage. D'abord, ils ont pris des cours de voile, ils ont fait de la co-navigation, puis un jour, ils ont trouvé l'occasion d'avoir, une fois qu'ils avaient un petit peu d'expérience, de partir en transatlantique, de voir un petit peu comment ça se passait. Donc ça, la découverte de l'activité, c'est à mon avis quelque chose qui est important et auquel vous devez consacrer un budget. Mettre des chiffres dessus, c'est compliqué. Alors, je suis désolé, mais si vous louez un bateau, ça va vous coûter cher. Si vous êtes à plusieurs à louer un bateau, ça va être à diviser par le nombre de personnes. Mais faites vos recherches sur les sites de co-navigation, chez les loueurs et bien sûr chez les gens qui sont des professionnels de l'apprentissage de la voile. Oui, alors si le bateau stop, c'est pas votre truc, il y a aussi la possibilité de s'essayer à la voile légère ou voile habitable, comme tu disais, en mer, pour ceux qui habitent au bord de l'eau ou ceux qui ont envie d'aller se faire un stage d'une semaine au bord de l'eau, mais aussi sur des lacs ou dans les plans d'eau intérieurs. Exactement, dans le numéro 1, on a fait un article sur l'école de voile de Vichy. Vichy, je ne vais pas dire qu'on peut faire plus difficilement au centre de la France, on le sait parce qu'on y habite. Quand on n'est pas sur le bateau, c'est là où on a notre résidence principale. Et il y a un plan d'eau et vous pouvez venir le temps d'un week-end à Vichy comme à d'autres endroits. Dans le prochain numéro, je pense qu'on vous présentera aussi, ou dans un numéro futur, une autre école de voile du centre de la France. Et alors, c'est pas des bateaux habitables, c'est des dériveurs, des petits catamarans, mais ça vous donne une idée de ce que ça fait déjà de faire de la voile. Parce découvrir les sensations. Voilà, les sensations. Ça va pas vous montrer ce que c'est que la vie en voyage, mais par contre, ça va vous montrer, savoir si vous aimez faire de la voile, si vous y comprenez quelque chose, ça va vous donner des notions. C'est encadré par des moniteurs professionnels, là aussi. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis après, on va sur un bateau habitable. L'association de Vichy elle-même organise des stages avec des bateaux habitables en Méditerranée. Alors, une fois qu'on a testé pour savoir si effectivement les sensations de la glisse portée par le vent nous plaisaient, peut-être question aussi d'apprendre, parce que là, tu nous as présenté un certain nombre de choses alors plus ou moins onéreuses et plus ou moins professionnelles ou amateurs, mais il y a bien sûr les vrais stages, les vrais cours dispensés par des écoles de voile, par des centres nautiques. Et puis quand on a la prétention derrière de dire je vais vraiment faire un grand voyage, il y a aussi d'autres types de formations qui sont importantes comme les stages de sécurité ou les stages météo. Exactement, tout l'apprentissage avant de partir voyager à la voile en famille, en couple, seul, c'est important à notre avis de vous former. Je sais qu'il y a une véritable culture de dire tout le monde peut partir, il n'y a pas besoin d'apprendre, etc. etc. Je trouve que certains en font un peu trop, c'est mon avis personnel. Moi j'ai appris à faire de la voile, j'ai été en école de voile, j'ai appris quoi. Et c'est pas parce que je l'ai fait d'ailleurs que tout le monde doit le faire, mais vous sentirez mieux. Si vous passez par une école de voile, c'est pas la peine d'en faire peut-être pendant des années, mais déjà de faire quelques stages de voile, avec des stages hauturiers, comme disait Stéphanie, les stages de sécurité. Ça, c'est super important. Il y a des stages de mécanique, il y a des tas d'organismes qui proposent ça. Et maintenant, de plus en plus, les vendeurs de bateaux, les constructeurs de bateaux plus exactement, proposent ça à leurs futurs clients de se former. Je prends l'exemple de Grand Large Service qui organise des formations pour les gens qui vont acheter des bateaux, des marques du groupe Grand Large, c'est-à-dire Allure, RM, Gunboat, Outremer, etc., etc., etc. Donc, formez-vous. Ça aussi, ça représente un budget. L'avantage, c'est que, encore une fois, si vous n'habitez pas au bord de la mer, vous allez vous transporter jusqu'au bord de la mer, mais le prix de l'hébergement est compris dans le prix du stage. Donc, il n'y a pas à rajouter un Airbnb ou des choses comme ça. Après, il y a une caisse de bord qui est mise en place, où chacun met un peu d'argent dans le bénitier. On va faire les courses, on charge et on part. C'est convivial, c'est sympa et on apprend généralement beaucoup de choses et c'est une étape, je pense, qui est importante. Après, j'ai l'exemple de d'autres personnes qui, après avoir fait ces stages de voile, ont commencé à participer à des convoyages pour traverser la Méditerranée, pour convoyer des bateaux aux Canaries, pour ramener des bateaux des Canaries en tant qu'équipier.
avec des capitaines, avec des skippers professionnels. Et là, ils ont commencé à engranger des milles et de l'expérience. Et quand ils partiront avec leur bateau, ils se sentiront vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Alors ça, c'est donc effectivement des budgets, alors bien évidemment plus ou moins grands selon le degré d'expérience avec lequel vous allez partir, avec lequel vous commencez votre projet, mais ça s'étale aussi dans le temps. Exactement, on peut faire tout sur une année comme on peut le faire sur 3 ans. Donc d'après toi, c'est quand même relativement à la portée de n'importe qui a envie de faire un projet à la voile et qui donc déjà a mis de côté un petit peu et sait qu'il va passer une partie de son budget loisir dédié à cette activité. Ah, exactement. Le problème, c'est qu'on est souvent trop impatient. On a envie on découvre la voile et on a envie tout de suite partir. Et puis bien sûr, on est influencé par plein de gens sur les réseaux sociaux. Il y a le magazine de French Sailor qui est là en train de dire de voyager à la voile, c'est génial. Donc c'est vrai que ça donne envie. Et pourtant, il faut prendre son temps d'apprendre, de naviguer, et vous allez passer des super moments. Mais ça fait déjà partie de l'aventure du projet. Mais oui, bien sûr. On construit en fait. On construit. Alors, continuons donc sur la partie du budget avant voyage, puisqu'avant de partir, il faut trouver le bon voilier, et cela peut prendre du temps et des sous. Exactement. Déjà, la recherche du bateau, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Il y en a des gens qui vont trouver très vite. Il y en a certains qui vont mettre plus de temps parce qu'ils sont arrêtés sur un modèle, parce qu'ils veulent un voilier qui ait tel ou tel équipement, qui soit en super état. Donc, ça peut amener, encore une fois, à se déplacer. Alors là, on se déplace, on va voir, admettons que vous habitez à Clermont-Ferrand. J'ai trouvé le modèle que je veux. C'est un Centurion 40S. Il y en a un en Bretagne et il y en a un à Menton. On va aller voir celui qui est en Bretagne. On prend la voiture ou le train ou l'avion ou je sais pas trop quoi. Et ça fait des frais de déplacement sur le temps d'un week-end. Ça peut être pendant une semaine de vacances. Donc ça, c'est un peu sur un budget de week-end de vacances qui va être dédié à ça. Mais ça coûte de l'argent aussi. Donc il y a des gens qui vont acheter des bateaux en Italie. Nous, on a un ami, Mitch, qui a acheté son catamaran en Italie, à côté de Venise, il me semble. Donc ça a été des déplacements. Je connais d'autres personnes qui ont acheté en Espagne, en Angleterre. Grèce ? En Grèce, au Danemark. Vous pouvez acheter votre bateau partout. Alors, l'achetez pas trop loin quand même, parce que si vous... ensuite, ça dépend de votre budget. Mais si vous avez un cahier des charges qui dit que le bateau qu'il vous faut, c'est tel modèle, et que vous le trouvez, peut-être que ça vaut le coup de faire quelques kilomètres pour aller le chercher. Maintenant, si vous habitez au bord de la mer, dans le sud de la France, en Bretagne, sur la façade atlantique, peu importe, et que vous trouvez votre bateau à côté de chez vous, ça va être plus simple, beaucoup plus simple. Mais il y a des fois, on a beau habiter au bord de la mer, le bateau qui nous plaît ou le bateau qui est dans notre budget, qui répond à notre cahier des charges, parce que ça fait tout un tas d'items à cocher en fait, lui, il sera peut-être pas dans la région. Et peut-être c'est lui qui va vous emmener à dire moi j'habite à côté de Marseille, mais il n'y a pas ce que je veux, ou il n'y a pas dans mon budget, ou c'est pas ce que j'avais en tête, ou alors il y a trop de travaux sur cela, peu importe. Et de dire mais je vois qu'en Espagne il y en a un. Alors ensuite, il faut faire attention à un autre petit détail, quand on l'achète à l'étranger, c'est les risques de décalage sur tout ce qui est frais de douane, de TVA. Ça, dans la zone euro, ça se passe aussi. pas trop mal, notamment quand on passe par un broker. Si vous commencez à acheter votre bateau dans des contrées exotiques, tout de suite c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut rester raisonnable, quoi. Ensuite, sur des budgets beaucoup plus importants, pourquoi pas. Mais c'est vrai que si vous commencez à aller l'acheter en Amérique ou en Australie, où il y a différents pays, je sais qu'en Nouvelle-Zélande aussi, il y a souvent pas mal de bateaux qui sont à vendre, mais il faut prendre en compte que non seulement il va falloir y aller déjà, donc il y a le billet d'avion, il y a l'hébergement sur place, etc., mais il risque aussi d'y avoir certains frais, puisque le bateau, même si vous voyagez de l'autre bout de la planète pour le ramener en France, et qu'en fait vous faites votre voyage et votre projet à ce moment-là, une fois en France, si vous comptez le garder ou le revendre, il va falloir se renseigner sur tout ce qui est frais de douane. Alors il y a aussi les gens qui achètent les bateaux directement aux Antilles, directement en Polynésie, aux Canaries. Et il y en a qui achètent des bateaux au Cap-Vert. Attention, on en parlera peut-être un jour, mais attention. Ça peut être une bonne chose, surtout en ce moment. Ça, on fera un podcast dédié au marché de l'occasion en 2026 et un peu même pour l'année prochaine. Alors une fois qu'on a dépensé une partie de notre budget consacré à la recherche du bateau, on a voyagé un peu, pas beaucoup, et puis on l'a trouvé, ça y est.
Donc là, on doit faire le gros chèque, normalement, l'achat du bateau. Enfin, selon la taille, selon le confort, selon la préparation, selon les travaux restants, selon son état de préparation, cette partie-là. Alors, effectivement, pour trouver un bateau, pour vraiment choisir le bateau, c'est une phase qui est très, 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 très importante et qui est la première phase, je pense. Il y a l'apprentissage, mais c'est vraiment une phase importante. Il est important, si vous êtes débutant, de vous faire accompagner. Il est important de fixer un cahier des charges, d'avoir une idée de programme de navigation. Encore une fois, programme de navigation, c'est un terme un peu pompeux qui est là pour dire tu veux aller où et tu veux faire quoi avec ton bateau. Beaucoup de gens veulent acheter des bateaux qui sont un peu trop gros pour eux. C'est très français ça. Si vous avez le budget pour un 12 mètres, n'achetez pas 14. Achetez 12, voire 11. Parce que vous serez beaucoup plus tranquille financièrement avec un bateau qui sera bien dimensionné à votre revenu, à votre porte-monnaie, à votre budget. Il y a des gens qui vont partir en voyage sur des Outre-mer 55 flambant neufs, et il y a des gens qui vont acheter des petits bateaux de 10 mètres, qui vont partir en couple, voire même en famille, sur des petits bateaux. Tout ça, c'est un curseur qui va être lié au confort, qui va être lié à la vitesse du bateau, qu'on va accepter d'aller plus ou moins vite, plus ou moins lentement. Et dites-vous bien que on peut partir voyager avec un bateau acheté 10 000 euros, sur lequel on va injecter, et ça on le verra après avec la préparation, pas mal d'argent. Comme on peut acheter un bateau qui sera petit aussi, 50 000 euros, mais qui est vraiment presque prêt à partir, comme on peut acheter un bateau à 2 millions d'euros. Donc en fait, il faut bien se dire que, comme disait Stéphanie en introduction, les budgets d'achat de bateaux et de voyage, c'est à géométrie variable. Oui, déjà en 1, ça dépend le porte-monnaie, parce que tout le monde n'a pas 2 millions d'euros à mettre dans un bateau. Tout le monde n'a même pas nécessairement 50 000 euros à mettre dans un bateau. Oui. Mais par contre, ce qui est important, je pense, parce que les valeurs de bateau, en plus, ça fluctue. Alors, comme tu disais, je pense qu'il serait intéressant de faire quelque chose par rapport aux augmentations des prix des bateaux post-Covid et à la diminution qu'on commence à voir maintenant, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont à vendre. C'est bien descendu là. C'est vraiment notre sujet. C'est pas qu'on peut pas vraiment dire, vous voulez un 14 mètres, ça coûte 80 000 euros. Vous voulez un 10 mètres, ça coûte 8 000 euros. Non, parce qu'en fait, ça dépend de l'âge du bateau, ça dépend s'il est neuf, s'il est d'occasion, ça dépend de tellement de choses, du type de construction que c'est. Donc vraiment, c'est trop variable, et en plus de ça, selon les années, ça évolue. Et là, on le voit avec une évolution qui a été vraiment à la hausse depuis 4-5 ans et qui maintenant est en train de descendre drastiquement. Ce qu'il faut garder en tête, je pense, pour l'achat en lui-même du bateau, c'est, bon, bien sûr, combien vous avez sur le compte bancaire, parce que on ne dépassera pas certains plafonds, mais surtout de se dire que si on a de quoi se payer qu'un 10 mètres d'occasion, mais bien préparé, on peut réellement faire le même voyage que celui qui peut se payer un Outre-mer à 2 millions d'euros. Parce que on en a plein des exemples, notamment Tupaya. Ouais. Tupaya, par exemple, ils sont partis, ils avaient pas un énorme budget, et pourtant ils sont allés faire le nord de l'Europe, ils sont descendus de Bretagne, faire Madère, les Canaries, le Cap-Vert, ils ont transaté direction l'Argentine, et maintenant ils sont dans le Pacifique, et ils ont fait toute la partie de la Patagonie, ce qui est quand même extraordinaire, sans avoir un bateau à 2 millions d'euros, loin de là. Exactement, 25 000, mes souvenirs sont bons, vous pouvez retrouver ça dans le numéro 2 ou dans le numéro 3 du magazine de French Sailor. Mais pour donner un chiffre, à mon avis, quelqu'un d'un peu expérimenté, qui accepte un niveau de confort modéré, un bateau acheté 10 000 euros avec une enveloppe de préparation derrière, un bateau à partir de 9 mètres, il n'y a pas de problème. Hein. Notre ami Jacob Lang, le bateau, il l'a payé combien déjà ? 13 000 ? Entre 10 et 15. Entre 10 et 15. Donc, en fait, il faut bien comprendre que il faut pas... Alors, de faire du bateau, ça coûte cher. Mais c'est pas des millions d'euros. Vous pouvez très bien partir faire le tour du monde sur un bateau qui est petit, qui coûte pas cher. Par contre, si vous faites ça, vous allez devoir savoir naviguer. Parce que de manier un petit bateau de 10-11 mètres en mer, notamment dans le Pacifique, ça demande un petit peu de résilience, un peu d'expérience,
et de comprendre ce qui se passe autour de vous au niveau de la météo, donc d'avoir un niveau de marin qui va être bien. Les plus gros bateaux, on va pas se mentir, ça pardonne. Nous, on l'a vu, on a voyagé avec un bateau de 11 mètres, qui était relativement léger. Maintenant, on est sur un bateau de 42 pieds. Oui, bien sûr, 42 mètres. Alors, on y va, allez. On est sur un bateau de 42 pieds qui est lourd. On voit bien que c'est plus facile, quoi. C'est plus facile. Oui, donc en fait, ce qui va faire la réussite du projet, surtout quand on a des plus petits budgets, c'est pas juste le prix du bateau, c'est de vous préparer, vous, et de préparer le bateau correctement. Ce qui fait ma transition avec les budgets qui vont être consacrés à la préparation du bateau en lui-même. Alors là, on attaque le plus important. Même si vous êtes un petit peu trompé sur votre apprentissage, que vous avez été un peu rapide, même si vous avez trompé sur l'achat du bateau, que vous avez acheté le bateau qui n'était pas dans le meilleur état, le plus important, c'est la préparation. Une bonne préparation pendant votre voyage va vous permettre de dormir plus tranquille. Il y a les marins, quand ils arrivent dans une marina, sur une escale, sur un mouillage, qui vont sortir la boîte à outils et qui vont travailler. Et il y a ceux qui vont boire un coup sur le bistrot de la plage et qui vont se promener et qui ont un budget de location de voiture et un budget de resto. Et ça se prépare sur le chantier avant le départ. Donc, il faut savoir calibrer correctement, évaluer les travaux qui seront à faire sur le bateau et avoir l'enveloppe qui va avec. Et ça aussi, malheureusement, ça demande de l'expérience, de connaître les bateaux. Et ça, tout le monde ne connaît pas les bateaux. Quand on achète un bateau pour partir voyager, on a des fois des niveaux qui sont un peu en dessous de ce qu'il faudrait. Et c'est pour ça qu'il y a des experts et c'est pour ça qu'il y a des professionnels. Certaines personnes ne font pas confiance aux experts nautiques. Certaines personnes ne font pas confiance aux artisans. Alors je dis pas qu'ils sont tous gentils, qu'ils sont tous mignons et qu'ils sont tous honnêtes, mais ils connaissent leur job. Et ils savent dire les choses. Donc, si vous êtes totalement débutant, soit il va vous falloir beaucoup de temps pour préparer votre bateau parce qu'il va falloir que vous appreniez en faisant, ce qui est, à mon avis, très bien. Non, mais c'est une très chouette école, mais à ce moment-là, c'est encore plus de temps. Et pendant ce temps-là, se dire, le bateau, il est stocké à terre. Et ça coûte cher. Et ça, c'est encore un autre tarif. Donc, si vous attaquez... Nous, on l'a fait. Hein. Nous, on l'a fait avec... Avec les deux. Avec les trois. Siroc, Canquin et Orio. Et moi, avant, il y a longtemps, avec Savannah. C'est-à-dire qu'on apprend en faisant, donc ça prend du temps. Des fois, on se trompe. Il faut recommencer. On a toujours eu la chance d'être très bien entouré parce qu'on a suscité un petit peu de sympathie avec certains de nos projets. Donc, les gens sont venus nous aider, nous conseiller. Mais on a su aussi... apprendre de la part de professionnels et échanger avec eux et les écouter, même si des fois ça coûtait un peu plus cher, notamment sur la partie moteur mécanique. On a mis plus de budget là-dessus parce que on a travaillé avec un mécanicien, il nous a appris des choses qui nous permettent maintenant de faire un minimum d'entretien moteur tout seul, mais il y a encore des choses qu'on ne sait pas faire et il y a encore des choses où il a fallu à un moment donné, parce qu'on est tous novices un jour, avant de savoir, on doit apprendre, et de faire confiance un minimum aux mécaniciens ou à n'importe quel artisan ou n'importe quel professionnel sur tous les domaines qu'il y a à savoir maîtriser quand on prépare un bateau et d'ailleurs quand on doit l'entretenir après, c'est crucial. Exactement. Alors il y a un préparateur qui peut vous aider, c'est le préparateur YouTube. Alors, on va en parler. Les plus et les limites. Voilà. Sur YouTube et sur les réseaux sociaux en règle générale, il y a des gens qui ont du grand savoir et qui vont vous prodiguer des conseils de grande valeur qui peuvent vraiment vous aider si vous les écoutez. Mais le problème, c'est que lorsqu'encore une fois, on est relativement novice, on ne saura pas forcément faire la différence entre la personne qui va avoir un réel savoir basé sur l'expérience de dizaines d'années, j'ai envie de dire, et les autres. Encore une fois, post-Covid, tout le monde a monté sa petite chaîne YouTube, inspiré par d'autres, parce que voilà, on a regardé des vidéos, on dit « Ah, c'est chouette, hop, on achète un bateau », et nous aussi on fait des vidéos, et qu'est-ce qui se passe ? On raconte notre histoire, mais en fait, on se rend pas compte que on prodigue en fait aussi une façon de faire. Donc en fait, on se retrouve dans un cas de figure où des débutants
apprennent à d'autres débutants. Et c'est là que les problèmes peuvent commencer. Alors, il y a des débutants qui sont très pertinents, attention, je ne dis pas qu'ils sont nuls. Mais quand même, il y a des fois, c'est vrai que quand on a un peu d'expérience, on se rend compte, quand on regarde certaines chaînes YouTube, on dit « Aïe, oui ». Et puis c'est vrai que 3 vidéos plus tard, « Ah oui, ça marche pas ». Bah oui, c'est sûr, ça marche pas. Donc faites attention. Moi, je suis un grand consommateur de vidéos YouTube, ne serait-ce que pour le magazine, parce que c'est là aussi où on fait la connaissance de certaines personnes, qu'on identifie certains navigateurs, qu'on suit de vous retrouver dans les pages du magazine de French Sailor. C'est vrai que on peut apprendre des choses, mais quand on est très novice, il faut pas prendre que ça. Il faut faire valider par des professionnels, parce que en fait, on n'a pas la science infuse. Oui, alors que ce soit des préparations rapides, comme un bateau qui est tout prêt, ou des personnes qui ont de l'expérience et qui sont capables de le faire par eux-mêmes, ou alors des préparations plus lentes, soit parce qu'on est inexpérimenté, soit parce qu'on achète peut-être même volontairement un bateau sur lequel il y a des travaux à faire. J'en connais qui ont fabriqué une quille. Ces différents types de préparation et donc de budget d'achat versus budget de préparation, c'est quoi un petit peu la teneur de chaque côté, achat / préparation? Alors, encore une fois, on peut acheter un bateau qui est très prêt et faire 5 6 000 dessus, 2 000, 3 000 et partir, ce qui est déjà une petite somme pour certains. Comme Michel Arthur, lui, il avait fait le choix de ce bateau Michel Arthur, quasiment prêt. Il a acheté un Swan 38, il voulait ce bateau-là. Il a cherché ce bateau-là, il l'a trouvé, si mes souvenirs sont bons, au Portugal. Il me semble, oui, il faudrait... de French Sailor numéro 1, il faudra aller voir. Oui, il faudrait qu'on relise. On vous met les liens, tout ça dans la description, bien sûr. Et il avait très peu de choses à faire. D'autres, comme nous, on a acheté un bateau 1 euro, et derrière, on a mis. Alors, est-ce que si on avait acheté le bateau tout équipé comme il est actuellement, on l'aurait payé aussi cher que ce que nous on a mis dessus? Clairement pas. Ça nous est revenu à moins cher. Clairement, on a dû économiser entre 20 et une bonne vingtaine de milliers d'euros, parce que s'il avait fallu faire le ticket au moment où on l'a eu, c'est-à-dire que là encore, il y a une question de période et d'évolution des prix au cours des années. Dans le temps, Mais si en 2020, milieu Covid, j'ai envie de dire, quand on l'a acheté, on avait dû acheter ce bateau prêt comme il est et équipé comme il est à l'heure actuelle, même si c'est encore perfectible sur plein de sujets, mais on aurait probablement dépensé dans les 85 000 euros, que déjà, on n'avait pas à l'époque, et même avec tout ce qu'on a fait, les fois où on a fait appel à des professionnels et les fois où on a pris le temps d'apprendre par nous-mêmes, comme tu disais tout à l'heure, on s'est trompé, on a dû racheter, on a dû recommencer, parce que quand on fait nous-mêmes, c'est pas toujours moins cher surtout, mais clairement ça nous est revenu autour de 60, et du coup ça fait un écart de prix conséquent. Oui, pour vous puissiez mesurer les choses, donc on a acheté un bateau 1 euro, on a reconstruit une quille, on a changé le moteur par un moteur neuf, on a fait l'électronique, voile, on a fait du gréement, l'enrouleur, tous les cordages, la plomberie, l'électricité, les batteries, le solaire, etc. Et encore, l'électricité de base était bonne. Hein. Ouais, on a fait des réajustements, mais à la fin, ça fait 60. Un peu plus avec le régulateur d'allure peut-être et la nouvelle annexe, mais ça c'est venu après. Voilà, puisqu'il y a eu annexe, il y a eu moteur d'annexe, il y a eu plein de choses. Pour avoir un bateau comme ça, de cette qualité-là, voilà, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Donc, nous, on n'avait pas cette somme à mettre, donc on l'a étalé dans le temps. On revenait de voyage, d'un premier voyage. On s'est retrouvé avec tous les gens qui achetaient des bateaux après le Covid et qui étaient débutants, et nous, on s'est retrouvés sur le chantier en étant du coup des gens expérimentés. Et c'était assez rigolo d'ailleurs, c'était une bonne période. Donc en fait, quand vous achetez le bateau et que vous le préparez, vous allez avoir une évaluation, par exemple d'un expert, qui va vous dire attention à ça, attention à ça. Il y a certains fondamentaux. C'est tout ce qui est très stratégique. Alors, le moteur sur un bateau à voile est quasiment le système qui coûte le plus cher. Donc, il faut s'assurer que le moteur est en parfait état. Donc, ça peut engager des frais importants. Gréement, très important. Voile, fondamental, c'est ce qui fait avancer le bateau. Mais on verra qu'en fait, c'est pas, je vais vous en reparler, mais c'est pas forcément là où vous allez mettre le plus d'argent, alors que c'est un bateau à voile, c'est quand même dingue. Oui, parce que les voiles d'occasion peuvent être
très 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 pertinente pour le bateau que vous choisissez, alors que le moteur, s'il marche plus, moteur d'occasion refait, on arrive à trouver, mais c'est en fait, quelque part, c'est plus compliqué. Ouais, c'est ce qui est dingue à dire. Hein. Je vais dire une phrase, j'arrive même pas à revenir. Partez avec un moteur nickel, et si les voiles d'occasion, elles sont un peu moyennes, alors faut pas qu'elles soient en mauvais état, mais moyennes, ouais, c'est pas grave. Alors qu'on est en voilier, c'est dingue. Maintenant, c'est sûr que ça va être quoi, vous payez de l'incidence du Norcel dernier modèle, bon, allez-y taquet, hein, vous allez vous faire plaisir. C'est juste qu'avec des voiles anciennes, sans risquer que ça se déchire dans tous les sens, bah vous irez un peu moins vite, vous allez devoir réduire un peu plus tôt, le bateau sera moins performant, ça sera moins joli à regarder ni joli à faire, mais bon, ça marche. Nous, on est parti avec une grande voile qui était bien, qui était correcte, un génois qui était retaillé pour notre bateau, acheté d'occasion, bien, bon, il n'a pas bien vieilli, donc voilà, donc du coup, on en a acheté un autre d'occasion. Mais voilà, on avait un Reacher qu'on a explosé parce que bon, il était un peu trop d'occasion, celui-là, donc j'avais taquiner un peu trop la limite de l'occasion, mais en règle générale, on arrive à trouver des voiles à des prix qui soient bien, mais le moteur, l'électronique, notamment le pilote automatique, ce sont des systèmes qui coûtent cher à remplacer et dont vous devez pouvoir compter dessus. Donc, dans votre préparation, c'est des choses qui sont importantes, et bien évidemment, la sécurité, le radeau de survie, tous les éléments de sécurité sont des choses sur lesquelles on ne peut pas rogner, et c'est très important. Souvent, les budgets explosent sur l'électronique parce que les mecs à bord, ils aiment bien avoir des écrans partout. Alors, ouais, mais t'as vu ça fait ça. Ouais, mais t'as vu ça fait ça. Oui, d'accord, ok. Mais bon, vous savez, nous, on a un traceur à bord. C'est son 3e bateau. Un vieux Lowrance, HDI, je sais pas trop quoi. C'est son 3e bateau. Il fonctionne toujours. On touche du bois. C'est vrai que c'est sympa l'électronique, on serait content d'avoir l'électronique dernier cri, super joli tout ça. Mais en réalité... Il y a surtout, c'est qu'en fait, on a mis plus d'argent dans le moteur que dans les jeux de voile. Bon, déjà parce qu'effectivement, on avait déjà une GV qui était de super bonne qualité, donc on n'a pas dû à la racheter. Tout à fait. Mais le gréement et les voiles, au final, nous ont coûté moins cher grâce au jeu de l'occasion que quand on met bout à bout le moteur, l'électronique, la révision du pilote, le régulateur d'allure qui est un système à la fois de navigation et de secours qui est quand même génial, et quand on rajoute en plus l'électricité avec les batteries, le solaire, tout ça, au final c'est tous ces systèmes-là qui sont primordiaux pour pouvoir naviguer, se sentir en sécurité et être en sécurité à bord du bateau, qui coûtent 2, 3, 4, 5 fois plus cher que juste les voiles en fait. Exactement, et l'enrouleur, par exemple, on avait un enrouleur on a eu avec le bateau à 1 euro, très bonne marque, très bonne qualité. Bon, ça faisait 15 ans qu'il était à terre, qu'il bougeait pas. On l'a démonté, on l'a remonté, mais on a eu un doute. Et on s'est dit, si on a un problème d'enrouleur, ça va pas être sympa. On a acheté un enrouleur neuf. On a mis un enrouleur neuf. On voulait pas s'embêter. Bah disons que vu qu'on avait notre tout nouveau, tout beau génois, certes d'occasion, mais d'excellente facture quand même, quoi. On n'avait pas envie de se retrouver à devoir le découper au couteau, parce que l'enrouleur décidait de plus enrouler, quoi. Exactement. L'énergie est aussi un sujet. Nous, on est, donc, comme vous le savez maintenant, c'est que vous nous suivez, on est beaucoup aux Canaries, pour pas dire que aux Canaries. Donc on voit les bateaux, quand la saison arriver, et les problèmes les plus courants, c'est les problèmes d'énergie. Batterie trop ancienne, batterie sous-dimensionnée, parc solaire sous-dimensionné, équipement de consommation pas en adéquation avec la batterie. Donc tout ce qui est énergie, trop de consommateurs, ou pas assez de stockage, ou pas assez de charge, il y a toujours un problème. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va vous embêter et qui peut vous faire dépenser de l'argent sur le chemin. Et il ne faut pas croire, on en parlera un peu plus tard, c'est parce que vous êtes à l'étranger, donc en dehors de la France, que ça va vous coûter moins cher. Ça peut être vrai, mais pas tout le temps. Ça dépend clairement les produits. Ouais. Mais le sujet énergie, avec, comme tu dis, les postes de consommation, le stockage, c'est-à-dire les batteries, il existe tellement de types de batteries différentes à l'heure actuelle, avec aussi leurs avantages et leurs inconvénients. Et puis, la charge, les différentes technologies qui permettent de recharger les batteries, tout ça, ça peut clairement être un sujet à part entière que tu pourrais nous présenter un peu plus tard.
Oui, en gros, voilà, si vous avez le budget pour vous mettre des voiles North Sail, d'avoir 2 hydrogénérateurs, une éolienne, des batteries lithium, une batterie AGM ou plomb ou gel en backup, plus 2 pilotes automatiques, un régulateur d'allure, faites-vous plaisir les gars. Bon, ensuite le bateau va être peut-être un peu lourd, mais faites-vous plaisir. Si vous avez le budget pour équiper grave votre bateau, c'est cool. Vous pouvez dépenser 30, 40, 50, 60 000 euros. Du moment que vous l'avez prévu et que vous avez les fonds, c'est cool. Mais sachez que, encore une fois, je reviens au bateau à 10 000 euros, sur lequel vous allez avoir un petit pilote automatique de barre franche, un deuxième en spare ou un régulateur d'allure acheté sur le Bon Coin. Nous, on a eu 2 régulateurs d'allure, on les a achetés tous les 2 sur le Bon Coin, et sans déconner, magnifique. Ah bah, à chaque bateau, on a eu un régulateur et les 2 fois, aucun souci. Et quand on regarde le prix d'un régulateur neuf qui est à 5, 6, 7, 8, 9 000 euros, enfin selon les marques, bien évidemment, là, nous, les 2 fois, on l'a payé 2 000 euros, quelque chose près. Et il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé le même modèle que le nôtre, encore moins cher que ce qu'on a. On l'a payé 2100 et je l'ai trouvé à 1700. Ensuite, bien sûr, si vous avez le budget pour vous acheter un régulateur d'allure neuf, n'hésitez pas, c'est génial. Il sera garanti, vous aurez l'accompagnement d'un professionnel, du fabricant, et c'est génial. Et en plus de ça, dites-vous bien que lorsque vous consommez du matériel neuf, vous faites vivre une entreprise et du coup, c'est du savoir-faire qui ne s'éteint pas. Nous, on fonctionne sur de l'occasion, sur du recyclage, parce qu'on est pauvre. C'est aussi une question de budget, clairement. En fait, on voit qu'avec un plus petit budget, on fait un tout aussi beau voyage qu'avec un gros budget, exact. Mais on le fait sur un plus petit bateau, parce que tout est proportionnel. Un bateau de 10 mètres, vs un bateau de 18 mètres, tout coûtera moins cher, parce qu'il y a moins de cordage, il y a moins de longueur de câble, les voiles sont plus petites, le moteur est plus petit, le carénage coûte moins cher, le stockage coûte moins cher, enfin, forcément, tout est proportionnel. Mais à la finalité, c'est vraiment vous et votre budget initial, ce qu'il y a sur le compte bancaire à la base, votre enveloppe, qui va déterminer et vous permettre d'avoir plus le loisir de vous faire plaisir, de faire travailler effectivement des artisans ou des entrepreneurs qui vont vous vendre des matériels neufs, qui sera en plus garanti, avec un vrai accompagnement derrière, un vrai conseil, et ça c'est génial, tant que vous pouvez le faire. Mais jetez-vous à l'eau sans aucun souci. Ouais, et clair. Puis quand on a moins de budget, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas quand même se faire plaisir. Simplement, on adapte, on révise, et c'est là où on passe peut-être sur de l'occasion ou sur de l'échange. Enfin voilà, il y a plein de solutions différentes pour, à la finalité, pouvoir avoir un bateau prêt à partir quand même. Par exemple, nous, on a un 42 pieds, mais on serait beaucoup plus à l'aise d'un point de vue financier avec un 38 des années 80. Bon, on a trouvé à 1 euro, on a trouvé qu'un 42 pieds. Donc on a pris ça. Surtout que bon, c'est invoqué, donc on est content. Puis à part les petits soucis qu'il avait, il est en très bon état. Mais on serait plus à l'aise, et moi je me sentirais plus tranquille avec un 38 pieds. Les câbles du gréement plus petits. Le moteur, la différence entre un 30 chevaux et un 50 chevaux, c'est pas la même. En consommation de carburant, il y a déjà une différence qui est réelle. Et puis en entretien, à l'achat, si vous cassez votre 30 chevaux, tu dis, bon, 30 chevaux, il y en a plein d'occasions en plus. Des refaits, des moyens refaits. Les 50 chevaux, mais moi, pour en trouver un, j'ai galéré, quoi. Donc, ça aussi, la taille des voiles, la taille du gréement, la longueur, ce que disait Stéphanie, la longueur des cordages, tout compte. Et c'est sûr que, est-ce qu'on peut faire un tour du monde sur un 38 pieds en couple ? Mais bien sûr que oui. Sans aucun problème. Par contre, il faut savoir naviguer. La première partie de ce podcast dédié au budget de voyage s'achève pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie qui va être relativement longue, mais je suis sûr que ça va vous passionner. En tout cas, on a décidé de vous la laisser en un seul morceau. Comme toujours, pensez à vous abonner, à nous laisser un petit like ou un commentaire si vous regardez ce podcast ou que vous écoutez ce podcast sur YouTube. Ça nous encourage, ça fait travailler un petit peu l'algorithme en notre faveur et ça, c'est toujours bon. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne navigation. Et à la semaine prochaine.